Bonjour à tous, merci de nous avoir accueillis. J'en vois qui prennent des photos. On peut vous envoyer le PowerPoint, vous aurez la totalité, vous inquiétez pas. Et puis on peut faire le débat dans vos circonscriptions. On est là on a envie de participer à un maximum de débats. Vous savez qu'il y a un débat citoyen sur l'avenir de l'Europe qui a été organisé par le président, par Angela Merkel. Donc on est très heureux, y compris en ayant plus de temps et en parlant moins vite que ce matin. En ayant un peu plus de temps, parce que là on est tous les deux assez flippés, mais volontiers. Donc Jean l'a dit, il y a eu dans la COP21 l'idée qu'il fallait tout faire pour limiter le réchauffement climatique, mais l'ONU, alors pourtant ce sont des diplomates, chaque mot est pesé, le dernier rapport de l'ONU dit qu'il y a un écart catastrophique entre ce qui est fait ou les engagements des États et ce qu'il faudrait faire. Vous voyez sur cette courbe qu'en fait, même dans l'accord de Paris, une ambiguïté terrible. Le scénario en vert, c'est si les États, si la France, si l'Allemagne, si le Brésil, les États-Unis tenaient leurs engagements, ce qui n'est pas tout le cas, on irait quand même vers un réchauffement de 3 ou 3,2, donc avec des conséquences catastrophiques. Et l'autre partie la plus ambitieuse de la COP21 dit qu'il faut tout faire pour limiter à 1,5 degré le réchauffement. C'est le scénario en violet, et vous voyez que c'est un effort d'une toute autre nature. Monsieur le Président, vous avez redit, l'objectif c'est facteur 4. C'est en 2003 que dans cette Assemblée, Jean-Pierre Raffarin a fait adopter l'idée qu'il fallait diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre. L'an dernier, vous avez tous applaudi Nicolas Hulot qui avait un objectif encore plus ambitieux, la neutralité carbone, 0 émission, mais c'est un chantier colossal. Alors, sur la question du climat, il est parfois difficile de s'y repérer. Jean a organisé un colloque avant-hier, quelqu'un de la Banque mondiale disait on peut passer d'un quart d'heure à l'autre. Quelqu'un qui vous dit que tout baigne et les problèmes. Si vous allez d'un colloque sur les énergies renouvelables, vous en sortez en vous disant que toutes les solutions sont en train de se mettre en place. Et si vous rencontrez une demi-heure plus tard un climatologue, vous cherchez un arbre pour vous pendre. Donc c'est difficile, et parfois chacun de nous va d'un extrême à l'autre dans la journée. Donc c'est difficile d'y voir clair. Du coup, peut-être qu'on peut faire un petit quiz. J'attire votre attention, messieurs, dames, vous allez voter de façon indicative. Quel est le bilan CO2 de la France pour l'an dernier? Eurostat vient de sortir les chiffres. Donc je vous rappelle que notre engagement collectif, depuis Jean-Pierre Raffarin, rappelé par Nicolas Hulot, c'est d'arriver à une neutralité carbone. Donc en gros, on devrait faire tous du moins 3. Chaque pays en Europe devrait faire moins 3% chaque année. Donc sachant que l'objectif est de faire moins 3% chaque année, à votre avis, quel est le bilan de la France l'an dernier? Est-ce qu'on a réellement fait moins 3%? Est-ce qu'on a fait moins 1%? Ou est-ce qu'on a fait plus 1%? Petit vote indicatif. Qui pense qu'on a été à moins 3? Qui pense qu'on a fait moins 1? Plus 1? Là. On a fait plus 3,2. Voilà. Elle est facile, mais elle permet de... Voilà. Non, mais c'est pour vous dire que certains se disent qu'on va un peu trop lentement, mais qu'on va dans le bon sens. La réponse est non. On ne va pas du tout, malgré tout ce qui bouge. Et j'étais invité l'autre jour à Lorient, il y a plein de choses qui bougent. Le lendemain, j'étais à Saint-Étienne, la mairie de Saint-Étienne fait plein de choses. À Épernay, le maire d'Épernay, il y a plein de choses qui bougent. Mais globalement, on n'est pas du tout dans le bon scénario. On devrait faire moins 3%. Et l'an dernier, la France, le pays qui a accueilli la COP21, a fait plus 3,2. Donc il y a besoin d'un changement radical. Sinon, le coût des catastrophes dont parlait Jean va exploser. Comme économiste, je suis là pour montrer le coût aussi de l'inaction. Ce sont les sociétés d'assurance qui nous disent que déjà, alors qu'on n'est qu'au début du réchauffement, le nombre d'événements climatiques qui ont des conséquences financières a été multiplié par 4 depuis 40 ans. Multiplié par 4. Et ça va, et on vient d'avoir les chiffres pour les États-Unis l'an dernier, plus de 300 milliards dépensés rien qu'aux États-Unis pour les conséquences directes des événements climatiques extraordinaires. Je n'ai pas le temps de détailler ce que c'est, les conséquences concrètes, hein, c'est des canicules, c'est de la sécheresse, c'est des incendies de forêt de plus en plus nombreux, c'est la question des réfugiés climatiques dont a parlé évidemment Jean, qui est une des plus dramatiques, et puis c'est des cercles vicieux qui se mettent en route. Quand les terres congelées qui sont au nord de l'Alaska ou au nord de la Russie se décongèlent, il y a des émissions de méthane, et le méthane a un pouvoir réchauffant encore plus grave que le CO2. Donc on voit que les problèmes n'est pas linéaire, qu'il y a une aggravation des problèmes. En France, très concrètement, il y a 2 ans, vous vous souvenez des inondations, les inondations ont provoqué une perte des récoltes de moins 30%. Heureusement que l'Ukraine a fait une très belle récolte la même année, parce que si la même année, la récolte en Ukraine avait aussi perdu moins 30%, on aurait des tickets de rationnement pour aller chercher du pain. Je dis ça pour montrer qu'on est dans une société plus fragile qu'on ne le croit. Si on avait 2 années de suite ce genre d'événement climatique extraordinaire, on aurait de très grosses conséquences très concrètes. En Afrique, Jean l'a dit, c'est en même temps moins d'eau globalement moins d'eau et plus d'évaporation. Et quand l'eau arrive de façon diluvienne, il y a eu 20 morts la semaine dernière au Kenya parce que la pluie, ça fait des semaines qu'ils attendaient la pluie, elle arrive de façon diluvienne. Et la FAO nous dit que le scénario le plus probable, si rien ne change, ce sont des récoltes en baisse de 40 ou 60%.
Et on parlait avec la présidente il y a 5 minutes, par ailleurs, la démographie en Afrique. Il n'y a pas besoin d'avoir un prix Nobel pour comprendre le problème. Si les récoltes, à cause d'événements climatiques extraordinaires ou à cause du dérèglement, si la récolte baisse de 40 ou 60% alors que la population double, on voit bien la souffrance derrière de millions et de millions d'hommes et de femmes et les questions migratoires de plus en plus compliquées à gérer. Dernier point du diagnostic pour nous faire comprendre la gravité du problème, c'est le MIT qui rappelle que le corps humain ne sait pas faire du froid, donc quand il fait trop chaud, on évapore. Pour que le cerveau, le foie reste à 38 ou 39 maximum, on évapore. Et le problème, c'est que si l'air extérieur est en même temps et trop chaud et trop humide, on ne peut plus évaporer, et là, on ne sait plus comment faire. Et donc, le MIT dit qu'il y aura une bonne partie de l'Asie qui deviendra inhabitable pendant 2 mois ou 3 mois dans l'année. Donc, ce sont des mouvements migratoires colossaux. Les chiffres les moins pessimistes sont ceux de la Banque mondiale qui nous annoncent 140 millions de réfugiés. 140 millions de réfugiés d'ici 30 ans. Et ça ne va pas être cool pendant 29 ans et tout d'un coup un problème en 2050. Sachant que l'essentiel, 90 millions de gens, ce sont des gens qui vivent en Afrique et qui devront quitter le pays où ils sont nés. Je vous rappelle que l'Europe est le continent le plus proche. Donc il n'y a pas de doute, il faut qu'on avance très vite, ce qui suppose de comprendre d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre. Pour la France, chaque pays est un peu différent, mais on voit que le premier poste, ce sont les transports. Chacun de nous prend trop souvent sa voiture, chacun de nous continue à manger des aliments qui ont fait des milliers de kilomètres. Donc c'est la question des transports, c'est l'industrie, même s'il y a plein d'entreprises qui bougent, mais l'industrie reste un émetteur important, c'est l'agriculture, c'est l'habitat. J'étais hier avec la Fondation Abbé Pierre et les équivalents de toute l'Europe. On fait 1% de référence sur les questions de rénovation thermique, c'est la production d'énergie. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on sait d'où vient le problème. C'est pas comme si le dérèglement venait d'une météorite. Vous connaissez les théories sur la fin des dinosaures. C'est une météorite qui arrive, qui provoque un volcanisme monstrueux. Là, on serait impuissant. Mais la bonne nouvelle, c'est que le dérèglement climatique vient de notre mode de vie, donc de nos activités. Donc ça veut dire que si on change notre mode de vie, on peut aussi mettre fin à ce dérèglement. Il n'y a aucune fatalité. Alors c'est un chantier colossal, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on en ait peur. Quand vos prédécesseurs et prédécesseuses ont décidé de l'école pour tous, quand la Troisième République décide de faire l'école pour tous, c'est un énorme bazar, mais on est arrivé. Dans chaque village de France, on a trouvé un endroit pour faire l'école des garçons, l'école des filles, la maison des maîtres. On a formé des milliers d'instituteurs. Et alors que le pays était beaucoup moins riche qu'aujourd'hui, en 20 ans, on a réussi le pari de l'école pour tous. De même, quand Roosevelt décide qu'on va rentrer en guerre après l'attaque des Japonais, en quelques semaines, c'est une transformation totale du système économique. On y est arrivé. Quand Kennedy dit on va aller sur la Lune, certains pensent qu'il a pris un coup de soleil, que c'est juste impossible. Aller sur la Lune, c'est impossible. Mais 7 ans plus tard, on va sur la Lune. Ça a créé 400 000 emplois. On s'est donné les moyens de réussir. 400 000 emplois. Et toute la société s'est retrouvée derrière ce projet commun, ambitieux. Et toute la société a profité des créations d'emplois et des retombées technologiques. Donc, je ne veux pas être trop long, mais on a déjà fait la preuve. Il ne faut pas qu'on soit démoralisé par l'ampleur du chantier, on est tout à fait capable de réussir. On commence maintenant les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que parmi les gens qui nous soutiennent, il y a l'ADEME qui soutient notre campagne pour avoir un traité européen, l'ADEME, qui dit que tout ce qu'on propose est très sérieux et que ça pourrait créer jusqu'à 900 000 emplois. Même si c'est seulement 800 000, rien qu'en France, dans un pays où il y a 4 millions de chômeurs et où le chômage a encore augmenté un tout petit peu le trimestre dernier. C'est aussi pour ça qu'on a tous les maires ruraux de France. On a l'association des maires ruraux de France qui a décidé de nous soutenir parce qu'ils voient aujourd'hui les problèmes climatiques et qu'ils voient toutes les créations d'emplois qu'on pourrait faire sur tous nos territoires. La question est de savoir comment on le finance. C'est pas pour rien si Emmanuel Macron, en décembre dernier, a fait un sommet sur la question du financement. C'est la question clé dans tous nos pays. En Allemagne, et on a ici en particulier la Commission d'affaires européenne, en Allemagne, il y a une journée très intéressante en janvier à Berlin. On n'en a pas beaucoup parlé en France, mais c'est passionnant. C'est le patronat de l'industrie allemand, c'est le patronat de l'industrie, le cœur de l'économie, qui a fait 1 an de travail. Ils ont sorti un bouquin de 300 pages, plein d'expériences très intéressantes. Ils disent, nous voulons réussir la transition. C'est une obligation, on n'a pas le choix, c'est pas un scénario parmi d'autres, on doit réussir la transition, c'est une opportunité pour créer des emplois, pour prendre le leadership dans certains domaines, mais, il se tourne vers Angela Merkel, il nous faut 50 milliards chaque année. Pour réussir la transition, rester compétitif, le patronat de l'industrie, c'est pas Greenpeace, c'est le patronat de l'industrie, c'est intéressant, ça me montrer que maintenant beaucoup de gens s'intéressent vraiment à cette question, et Madame Merkel ne sait pas comment financer ces 50 milliards. Aux Pays-Bas, vous demandiez, Monsieur le Président, quels sont les pays où ça bouge. Les Pays-Bas, j'attire votre attention, c'est très intéressant parce que c'est un des pays les plus virulents. Vous savez qu'il y a 9 pays qui sont hostiles au projet de la France de refondation de l'Europe. Les Pays-Bas sont, au contraire, pourraient être les meilleurs alliés sur un projet climat parce que la question qui monte, quand les dernières études disent que l'océan pourrait monter de 3 mètres, aux Pays-Bas, c'est la moitié du pays qui serait, plus de la moitié du pays qui serait sous l'eau. Donc l'autre jour, à la une des journaux, c'était à Amsterdam, il faut isoler 2 millions de maisons, qui va payer ?
il faut faire une digue renforcer et rehausser une digue de 32 km de long, qui va payer? Donc la question de comment financer la transition, la semaine dernière, Nicolas Hulot a annoncé un plan pour l'hydrogène et tout le monde a dit que c'était super intéressant, mais il manque des financements à la hauteur. Donc dans tous nos pays, la question est de savoir comment on finance. Au total, la Cour des comptes européenne estime qu'il faudrait 1100 milliards chaque année, financement privé et public, j'insiste. Certains rêvent d'un financement 100% privé ou d'autres 100% public. Ça n'est pas sérieux ni une hypothèse ni l'autre. Il faut une mixité des financements. Et au total, la Cour des comptes dit qu'il faudrait un peu plus de 1000 ou 1100 milliards si on veut rattraper le temps perdu. Donc c'est des chiffres absolument colossaux. Il y a comment répondre à ce défi? Il y a 5 ans, avec Michel Rocard et d'autres, le slogan, c'était pour sauver les banques. En 2008, on a mis 1000 milliards sur la table. Il faudrait mettre aussi 1000 milliards pour sauver le climat. Certains nous disaient banco, y compris des gens qui étaient conseillers du président il y a 5 ans et qui maintenant ont d'autres fonctions, qui nous disaient oui, c'est vachement intéressant, il faut pousser. Et puis d'autres nous disaient, mais non, c'est pas possible, la BCE ne voudra pas ou les Allemands ne voudront pas. Et puis en novembre 2014, il y a un tabou qui est tombé. La Banque centrale européenne voit que l'activité est en train de retomber dans plusieurs pays, y compris en Allemagne, et donc Mario Draghi va casser un tabou avec l'accord des Allemands et il dit qu'on va faire du quantitative easing. Autrefois, on appelait ça la planche à billets, mais Mario Draghi annonce qu'il va créer 1000 milliards. Donc ça fait la une de tous les journaux économiques. C'est une des façons d'agir. On a déjà mis les taux d'intérêt à zéro, on ne peut pas faire mieux pour les taux. On va faire de la création monétaire. Ça, c'est le quantitative easing régulier. Et en plus, de temps en temps, Mario Draghi fait des TLTRO en une journée, 233 milliards. Vous voyez, le journal Les Échos raconte comment en une journée, on a créé 233 milliards. Donc, au total, on a regardé avec des gens dont c'est le métier, qui sont vraiment experts, tous les TLTRO qui ont été faits, on a enlevé tout ce que les banques ont déjà remboursé, et on peut montrer qu'il y a eu 2500 milliards créés nets par la BCE en 2 ans et demi. Ça fait à peu près 1000 milliards chaque année. Ça tombe bien, c'est l'ordre de grandeur de ce qu'on cherche. La question est de savoir où est passé cet argent. On peut montrer qu'il y a eu 11% qui est allé dans l'économie réelle, 11%, les prêts aux PME, les prêts à l'immobilier ont redémarré, mais 89% qui va à la spéculation. Ce qui pose un problème colossal. Le FMI nous dit qu'on va vers une crise qui peut être 10 fois plus grave. Christine Lagarde à Davos l'autre jour a commencé par dire qu'on va vers une crise plus grave, plus rapide, plus générale qu'en 2008. Dans le journal Les Échos, il y a 3 semaines, la phrase qui était en gros, le FMI nous prévient qu'on va vers une crise 10 fois plus grave. Vous voyez le niveau de spéculation, je ne veux pas être trop long, mais le niveau de spéculation n'a jamais été aussi élevé. Donc ça pose une question philosophique majeure. On nous a appris à l'école qu'on était des Homo sapiens sapiens, la branche la plus évoluée des primates, mais parfois on se demande si on n'est pas des débilus débilus, parce que le FMI nous prévient qu'on va vers une crise qui va être 10 fois plus grave que 2008. Et le GIEC nous dit, vous n'avez plus que 3 ans ou 4 ans pour financer la transition, sinon ce sera trop tard. Et on est comme des lapins qui voient le camion arriver, et on sait, et tous les mois, le FMI et la Banque mondiale nous disent, vous allez vous prendre une crise historique, donc flambée du chômage et des populismes, et le GIEC nous dit, vous allez, et on n'arrive pas à financer, et l'Europe se disloque, et dans tous les pays, les gens en ont marre de voir une Europe qui n'a plus de vrais projets. Donc, est-ce qu'on continue comme ça, jusqu'à la crise, et ça va faire mal, ou est-ce que, puisque c'est cette année, grâce à Emmanuel Macron, grâce à Angela Merkel, grâce aux autres chefs d'État, qu'il y a un débat sur la refondation de l'Europe. Nous, on voudrait, puisque c'est en décembre, juste après la COP, qu'il doit y avoir un sommet historique qui va dire comment on reconstruit l'Europe, est-ce qu'il faut ou pas des nouveaux traités. Nous, on voudrait un traité européen qui dit que la création monétaire, au lieu d'aller n'importe où et surtout à la spéculation, il va à la lutte contre le dérèglement climatique et aux créations d'emplois. J'étais hier avec Miguel Moratinos, l'ancien numéro 2 du gouvernement espagnol. On travaille sur la rédaction du traité. On a déjà été reçu 6 fois à l'Élysée. On a dit à l'Élysée que le traité sera rédigé en octobre, article 1, article 2, article 3. Ce sera un traité court que tout le monde pourra comprendre. Mais de même qu'il y a eu que l'Europe est née avec le charbon et l'acier, le traité, en quelques mois, on a eu le charbon et l'acier. On veut qu'il y ait un traité et chaque pays, symboliquement, ça dépendra en fait, c'est plus compliqué que ça, mais on reprend l'idée de Nicolas Stern que chaque pays devrait avoir 2% du PIB pour financer sa transition. Donc en gros, ça veut dire que la France aurait chaque année 45 milliards à taux zéro, l'Allemagne aurait chaque année 60 milliards, chaque pays saurait qu'il peut compter et le Parlement de chaque pays dirait quels sont les projets qui sont financés par cet argent. Quand il y a eu le plan Marshall qui a aidé l'Europe à se relever, il y avait 146 projets qui étaient financés par le plan Marshall et ce sera à vous sans doute, le Parlement français, de dire quels sont les projets qui sont financés et quels sont ceux qui ne sont pas financés. Un point pour rassurer certains, on ne touche pas à la BCE, parce que certains s'inquiétaient en disant si on touche à la BCE, les Allemands ne voudront pas. On vous rassure, je crois que vous avez eu le texte de Philippe Maystadt, je crois que vous pouvez prendre parmi les gens qui nous ont beaucoup aidés, qui ont fait la postface du livre, il y a Philippe Maystadt qui était le patron de la Banque européenne d'investissement, qui dit pas besoin de toucher à la BCE, on change les statuts de la BEI pour en faire une banque du développement durable
Ou bien, plan B, que nous ont suggéré des dirigeants de la BEI il y a 3 semaines, on crée une filiale de la BEI à 100%. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, il n'y a aucun problème. Et ce dirigeant de la BEI me disait, souviens-toi, quand le mur de Berlin est tombé, on a créé la BIRD pour favoriser la transition des pays ex-soviétiques. En 6 mois seulement, en 6 mois, souvenez-vous, Jacques Attali et les autres, on a créé la BIRD et ça a permis effectivement de financer la transition. Donc on y reviendra dans le débat, comment on fait techniquement, mais il n'y a aucun problème. En quelques mois, on peut, au niveau européen, avoir une banque de développement durable. Deuxième et dernier point, il faut un vrai budget. De même que dans tous nos pays, on a un budget pour l'éducation, on a un budget pour la santé, on a un budget pour la défense. Si on veut vraiment rattraper le retard sur les questions de climat, il faut un vrai budget européen sur la question du climat. Et quand le président français dit qu'il veut une nouvelle ambition pour l'Europe et qu'il veut un budget de plusieurs centaines de milliards au niveau européen, eh bien, c'est ce qu'il a encore redit il y a 3 semaines quand il a reçu le prix Charlemagne. Nous, on veut effectivement dire que chiche, il faut un budget pour le climat de 100 milliards chaque année. Pourquoi ? Pour financer la transition sur notre territoire, mais aussi pour aider le reste du monde. Ça, c'est la carte faite par Lilian Thuram et Jean-Christophe Victor. La question de l'Afrique en particulier. Angela Merkel a redit il y a quelques mois que l'Afrique avait besoin d'un vrai plan Marshall. Si on ne veut pas que l'Afrique se disloque, si on veut que l'Afrique puisse monter, il y a besoin d'énergie. Aussi en Afrique, tout le monde veut avoir son iPhone, a besoin d'énergie. Et comment faire pour qu'il ne passe pas par la case fuel et la case charbon comme nous? Ici, c'est la biomasse, ici, c'est du photovoltaïque. L'Afrique a toutes les ressources techniques et humaines, mais il y a besoin d'investissement. Donc, si on veut, en gros, ce qu'on propose, c'est un budget chaque année de 100 milliards, un budget européen. Il y aurait 40 milliards à la louche pour l'Afrique et le tour de la Méditerranée, 10 milliards pour la politique de recherche, parce qu'il faut encore améliorer le stockage de l'énergie, il faut améliorer l'investissement en recherche dans les transports qui seraient moins coûteux en énergie, et puis 50 milliards pour financer le chantier sur notre territoire. Comment financer un budget européen? Comment trouver des ressources propres pour l'Europe sans taxer les citoyens? Emmanuel Macron dit qu'il veut un budget de plusieurs centaines de milliards. Beaucoup de gens s'enthousiasment, on en fait partie, mais comment le faire sans taxer? Si on dit que l'Europe augmente les impôts des gens, ça va pas être très populaire. Si on dit que l'Europe augmente les cotisations sociales, ça va pas être très populaire. Donc il nous semble que j'ai fini dans 2 minutes, il nous semble que la meilleure façon de faire, c'est de lutter contre le dumping fiscal européen. Vous voyez, depuis que l'Angleterre est rentrée, maintenant elle est partie, mais on a continué le mouvement, c'est chaque pays qui baisse son impôt pour éviter que les entreprises aillent chez le voisin. Le journal Ouest France a fait une grande page sur notre projet il y a quelques temps, et ils ont mis ce graphique qui est assez éclairant. On voit comment en Europe, le taux d'impôt sur les bénéfices n'a pas cessé de diminuer jusqu'à 19%, et qu'aux États-Unis, pourtant un pays libéral, de Roosevelt jusqu'à Trump, de 1933 jusqu'à décembre dernier, le taux d'impôt était à 38%. Et Trump l'a fait tomber à 24%. La réforme de Trump l'a fait tomber à 24%. Mais donc ça veut dire que même avec la réforme de Trump, il nous semble qu'il y a de la place pour un impôt en moyenne de 5%. Jean-Pierre Raffarin, qui fait partie de nos soutiens, dit on sait peut-être que ce sera moins pour les PME, un peu plus pour les grands groupes, peut-être que ce sera progressif, mais l'ordre de grandeur, si on veut effectivement dégager de l'argent qu'on peut utiliser directement, si on veut avoir un vrai budget européen, l'ordre de grandeur, c'est un budget de 5%, et ça rapporterait, et on n'est pas les seuls, Jacques Delors le proposait, Mario Monti disait il y a quelques mois que l'Europe allait mourir si elle n'avait pas des nouvelles ressources, et que la meilleure solution, c'est un impôt sur les bénéfices. Donc je répète, c'est pas un impôt sur les personnes, c'est pas un impôt sur les entreprises, c'est un impôt sur les bénéfices, sachant que même le FMI dit qu'il y a un problème économique aujourd'hui, que les bénéfices non réinvestis sont une part de plus en plus importante qui quitte l'économie. Et donc le FMI dit que si on a besoin de toujours plus de dettes, toujours plus de dettes, toujours plus de dettes, c'est que la fuite principale, c'est la part des bénéfices qui n'est pas réinvestie et qui part vers les marchés financiers. Donc même du point de vue bêtement économique, prendre 5% sur les bénéfices pour créer des emplois, c'est pas de l'argent qu'on va brûler dans les chaudières de Bruxelles, c'est pour créer des emplois sur tout le territoire, c'est tout à fait utile. Et du coup, ça permet d'accélérer vraiment le mouvement. Par exemple, dans le logement, si on veut accélérer le mouvement, si on dit qu'en général, pour isoler une maison, c'est à peu près 30 000 €. Je vous fais la version courte et évidemment, ça dépend des cas. Mais ça serait super de montrer qu'il y a des compétences disponibles. Le vrai problème, c'est les compétences. Aujourd'hui, qui sait qui peut faire les diagnostics thermiques? Qui sait qui peut faire les travaux de qualité? Et après ça aurait l'allure si on pouvait dire que la facture est divisée par 2. Si on veut dire aux gens, allez-y, franchement, on accélère. Dire que les États membres et l'Europe payent la moitié de la facture. Si vous devez faire 30 000 € de travaux, quand vous avez la facture à payer, vous recevrez un chèque de 15 000 et le reste, les autres 15 000, vous le financez par des prêts à taux zéro, l'argent de la BEI qui arrive là où vous avez votre compte personnel et qui vous permet de financer le reste des travaux par des prêts à taux zéro, sachant que vous allez faire des économies sur vos dépenses de chauffage et que vous allez rembourser ça sans trop de problèmes. Donc avec ces financements, on peut accélérer et
s'attaquer à tous les problèmes en même temps, ne pas avoir à déshabiller Pierre pour habiller Paul, être capable en même temps d'investir massivement dans les économies d'énergie, que tous les bâtiments publics et privés soient isolés dans les 20 ans qui viennent, que les usines, que les fermes, que les immeubles de bureaux, que les gymnases, que les universités soient isolés, en même temps aider l'agriculture. Et l'intérêt d'un traité, c'est qu'il y aurait une pérennité. La règle du jeu est la même pendant 20 ans. On sait qu'on peut avancer, on a des financements pérennes. En même temps, investir dans les nouvelles technologies, on a des financements totaux. Le bilan sur l'emploi, j'y reviendrai si vous voulez dans le débat. Il y a évidemment des secteurs où on va perdre de l'emploi. Il y aura moins de chauffeurs routiers, mais on va développer des emplois dans le bâtiment, les énergies renouvelables, le fret et autres. C'est des financements européens pour débloquer des initiatives au niveau local. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'élus locaux qui sont très intéressés. Il y a des mairies, tous les jours quasiment, il y a des mairies qui votent des vœux pour soutenir notre initiative, parce qu'ils voient les problèmes aujourd'hui et ils voient aussi tout ce qu'ils voudraient faire, mais qui ne savent pas comment financer. Et on voit comment en Allemagne, c'est au niveau des territoires que les choses se jouent. Donc on débloque des financements au niveau européen, mais ça va irriguer notre économie, ça va irriguer nos collectivités et nos innovations au territoire. Je finirai en disant que donc c'est un financement hybride, de même qu'il y a des voitures hybrides avec 2 moteurs. C'est un financement hybride qui fait, à mon avis, la force de ce pacte. D'un côté, la création monétaire, donc on dégonfle, on coche pas mal de cases, on dégonfle la spéculation. Au lieu de continuer la spéculation financière, on dégonfle la spéculation et l'argent de la création monétaire va créer des emplois. Et en même temps, on trouve des ressources propres. C'est aussi la taxe carbone, la taxe sur les transactions financières et notre impôt. Donc, je finirai en disant qu'il n'y a pas de baguette magique, ni notre pacte, ni voilà. Il faut, de même que pour lutter contre le virus du sida, on a fait des progrès quand il y a eu la trithérapie, et qui a permis dans les pays riches, en tout cas, de faire des vrais progrès parce qu'on attaque le virus avec 3 molécules au même moment. Et sur la question du climat, il faut en même temps orienter les financements privés vers ce qui est la green economy, en même temps augmenter le prix du carbone. Et Emmanuel Macron a repris dans plusieurs discours l'idée d'un corridor carbone, et ça pourrait être dans le traité européen de dire il y aura des financements, il y aura la carotte et le bâton. Si vous ne bougez pas, sachez que le prix du carbone va augmenter, mais on fait tout pour que vous ayez les moyens de changer vos comportements, avoir d'autres modèles de transport ou isoler vos maisons. En même temps, définir de nouveaux standards et, avec le pacte qu'on propose, financer toutes ces initiatives. Je pense que 2018 est vraiment une année cruciale. Angela Merkel et Emmanuel Macron l'ont redit il y a 3 semaines. Ce qui se passe en Italie, je reviens de 2 jours à Rome, c'est quand même flippant de voir comment l'Europe devient le bouc émissaire, qu'il y a une vraie souffrance. Et Angela Merkel a redit il y a 3 jours qu'elle était prête à parler avec le nouveau gouvernement italien pour voir comment créer des emplois, en disant ça n'explique pas tout, ça ne justifie rien, mais la précarité de l'emploi est une des explications au vote populiste. Et donc, ce qu'a dit Merkel, c'est qu'il fallait voir comment on pouvait créer des emplois. Le problème de la création d'emplois est le même partout. Et je pense surtout, si on va vers une crise financière, que ce serait quand même, nos pays traverseraient mieux la crise financière si on a lancé ce pacte qui crée massivement des emplois de façon durable, des emplois non délocalisables sur tous nos territoires. Il y a besoin les 3 mois de l'automne seront décisifs. Il y aura le rapport du GIEC, il y aura le rapport de l'ONU, il y aura la COP 24. On sait tous qu'avec Donald Trump à la Maison-Blanche, la COP24 ne peut pas déboucher sur un succès. Donc la question de que fait l'Europe? Est-ce que l'Europe est capable de mettre des bouchées doubles, de prendre le taureau par les cornes? Ce sera fondamental. Sinon, on va désespérer un grand nombre de citoyens. Ça ne sert à rien de critiquer Trump si nous-mêmes, l'Europe, on n'est pas capable de passer à l'action. L'Europe, vous le savez tous, on a tous des sanglots dans la voix quand on parle de Schuman et d'Adenauer, qui en 2 semaines seulement, c'est quand même une décision historique. Quand Schuman et Adenauer décident de mettre ensemble le charbon et l'acier, c'est en 2 semaines que ça s'est décidé. Et les premiers mots de Schuman sont magnifiques, je trouve, le 9 mai 50. La paix mondiale ne saurait être préservée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. Et je crois que c'était vrai en 1950. Et du coup, Schuman et Adenauer ont été capables de décisions révolutionnaires. Aujourd'hui, l'Europe, ça paraît un truc qui ronronne. Mais le Figaro avait titré une décision révolutionnaire. Ça fait 60 ans, des années qu'on se faisait la guerre. Et à chaque fois qu'il y avait des millions de morts, et on prenait le charbon et l'acier de celui qu'on avait écrasé pour être sûr de taper plus fort la prochaine fois. Et en 2 semaines, Schuman et Adenauer décident pour que ça ne soit pas plus jamais possible. Et il y a eu 6 mois de négociations pour obtenir un traité. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, il y a besoin de décisions révolutionnaires. Il y a besoin de trucs qui déchirent, comme on disait quand on était ado. Mais si on en reste dans le ronron, je crains qu'on voit de notre vivant des catastrophes au niveau européen et au niveau de la planète. Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour vos interventions. Si je comprends bien, le dernier ingrédient est crucial et la volonté politique.